Si une situation ne nous convient pas, si on nous impose quelque chose que nous ne voulons pas, alors nous protestons. Et quand on nous prive de l'objet de notre convoitise, pareil. Et cela à petite comme à grande échelle. On dirait presque que nous vivons à l'ère de la contestation. Mais protester sert-il à quelque chose? De nombreux mouvements contestataires n'obtiennent pas ce qu'ils réclament, alors que d'autres, oui. À quoi cela est-il dû? Autrement dit, à quel moment la contestation est-elle efficace? Et comment? Ces dernières années, les mouvements de protestation se sont multipliés. C'est un fait. Le printemps arabe, le mouvement des parapluies à Hong Kong, Black Lives Matter, les manifestations pour le climat, les femmes iraniennes. Dans le monde entier, les gens descendent dans la rue pour toutes sortes de raisons. Je crois qu'on peut vraiment dire qu'on est dans un moment, en effet, de protestation et de mouvement de révolte depuis quelques années. Parce que les citoyens sont de plus en plus compétents et informés et ils ne veulent plus être considérés finalement comme des personnes qui doivent obéir aux experts. Ils pensent qu'ils ont eux-mêmes des compétences pour décider de ce qui va advenir politiquement de leur communauté, de leur pays ou localement aussi de leur vie. Beaucoup de gens protestent en dépit du danger, comme ici, en France. Dans d'autres pays, le simple fait de descendre dans la rue peut vous envoyer directement en prison, voire vous coûter la vie. Par exemple en Iran. Mais la contestation ne s'éteint pas. Dans certaines situations, le sentiment d'injustice est si fort qu'il est plus difficile à supporter que les circonstances injustes elles-mêmes. Dans ce cas de figure, on voit que les gens sont prêts à faire des sacrifices énormes. Le sentiment d'injustice est très important dans ces mouvements, effectivement. Il faut qu'il y ait vraiment l'impression de quelque chose qu'on ne peut absolument plus supporter, en fait. Exemple, les activistes pour le climat, qui manifestent régulièrement depuis des années. Wir gehen da gerade auf die Straße, weil wir dieses Unrecht der Klimakatastrophe einfach nicht mehr aushalten können. D'autres contestent parce qu'ils ne peuvent pas épouser celui ou celle qu'ils aiment. Parce que les mesures sanitaires restreignent leur liberté en temps de pandémie. Ou parce qu'ils subissent des violences policières. Ce sentiment d'injustice semble profondément ancré en nous, de même que les réactions qui l'accompagnent. Comme le montrent des expériences menées sur des singes capucins. Le singe de gauche est récompensé par un morceau de concombre pour avoir rendu un caillou à la chercheuse. Le concombre constitue une récompense correcte pour ce petit singe. Sauf lorsque le voisin reçoit un grain de raisin en échange de son caillou. Car les singes capucins adorent le raisin. Alors que fait le petit singe de gauche quand il n'obtient qu'un morceau de concombre? Il proteste. À cause de l'injustice. La contestation est-elle l'expression de ce sens de la justice profondément ancré? En tant qu'animaux sociaux, nous vivons en société, en communauté et en groupe qui sont toujours unis par plus de choses que ce sur quoi on s'est mis d'accord. Bref, nos sociétés sont en perpétuel mouvement et doivent sans cesse discuter et négocier. Qu'est-ce qui est acceptable? Qui triche? Qui a l'impression d'avoir été maltraité? À un moment, on dit « c'est pas OK ». Et ça, c'est la contestation. Mais quelle forme de contestation est la plus prometteuse? Celle qui recourt à la violence, peut-être. La chercheuse Erika Chenoweth a une réponse claire à cette question. Après avoir étudié et analysé avec sa collègue Maria Stephan 323 révoltes du XXe siècle, elle en est arrivée à la conclusion que c'est justement tout l'inverse. Les contestations non violentes ont eu presque 2 fois plus de réussite que les révoltes armées. Pourquoi? Les mouvements non violents sont plus efficaces
parce qu'il montre en fait la violence de la société et la violence de la situation. Et donc, dès lors qu'ils sont non violents mais qu'ils attirent en fait la répression sur eux, eh bien, ils donnent en fait une visibilité à leur mouvement, à leurs demandes. Les leaders de mobilisation réussis, comme Martin Luther King ou Gandhi, en avaient bien conscience. Donc, toutes les personnes qui ont réfléchi à l'efficacité de l'activisme, ils ont vraiment voulu mettre en avant la non-violence parce que c'est un élément de plus grande efficacité des mouvements. En outre, beaucoup plus de personnes peuvent participer à des manifestations pacifiques. Et c'est un point essentiel, car une mobilisation a besoin d'être suivie. On n'exerce pas de pression immédiate, ce serait du chantage. En revanche, on met le sujet sur la place publique de façon à ce que les dirigeants ne puissent pas faire comme s'il n'y avait pas de manifestation. Le sujet devient alors si présent qu'il faut l'aborder. Ça ne marche que depuis qu'on dispose de cette place publique et que la politique est structurée de telle sorte qu'elle dépend de l'approbation de l'opinion. Et depuis qu'il existe des médias de masse et que la contestation atteint un large public. C'est ainsi que la pression politique s'accroît et que le problème des contestataires devient celui des dirigeants. Une mobilisation ne peut s'inscrire dans la durée qu'à travers une opinion publique éduquée. Mais à partir de quel moment un mouvement contestataire peut-il changer durablement les choses ? En d'autres termes, pourquoi certaines mobilisations atteignent-elles leurs objectifs déclarés et d'autres non ? Prenons l'exemple des manifestations paysannes. En France comme en Allemagne, leurs revendications ont été en grande partie prises en compte, contrairement aux manifestations pour le climat. Les deux mouvements ont opté pour la même stratégie, à savoir le blocage routier. Pourtant, l'un a réussi et l'autre semble être reparti les mains vides. Penchons-nous un peu sur les effets de la contestation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une contestation réussie ? On peut examiner les résultats d'une mobilisation sous trois angles. Le premier, le plus fondamental, c'est toujours que la contestation thématise un sujet dans le débat public. Deuxième point, il s'agit d'amener les gens à adhérer à son point de vue sur le problème. En clair, on veut convaincre l'opinion et se faire des alliés. Le troisième point, c'est bien sûr de provoquer une action des décideurs. Alors appliquons ce test d'efficacité aux manifestations pour le climat. Le premier point consiste à thématiser un sujet afin de susciter un débat public. Pour savoir si cette étape a été un succès, les scientifiques vont chercher des indices dans les émissions de débat. Ici, l'invitée est une jeune activiste pour le climat, Carla Rochel, dont le groupe a jeté de la purée de pommes de terre sur la vitre protégeant un tableau de Monet. Aber die Aktionen führen doch dazu, dass man dann über Kunst und Kartoffelbrei spricht und nicht über das Klima. Nein, das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist eine Berichterstattung. Und überhaupt, dass ich hier sitze. Wie sollte ich denn sonst mit meinen 20 Jahren hier sitzen und über die Klimakatastrophe debattieren können, wenn wir nicht unterbrechen würden? Le principal levier pour apparaître dans les médias de masse et aux journaux télévisés, c'est la nouveauté. Et c'est aussi pourquoi les actes de désobéissance civile sont devenus si importants ces dernières décennies dans le répertoire contestataire. Parce que cette transgression des règles, cette perturbation, cette interruption de la routine attire l'attention. Ça agace les gens et c'est digne de l'intérêt médiatique. La désobéissance civile, à savoir enfreindre délibérément les règles pour attirer l'attention, semble avoir déjà fonctionné. Cela se reflète notamment dans la couverture médiatique. Voici une analyse de manifestations pour le climat organisée en Allemagne entre 2019 et 2021. Les différentes actions de contestation, représentées par les lignes en pointillés, ont toujours donné lieu à une couverture médiatique accrue sur le thème de la crise climatique, ainsi qu'une recrudescence de requêtes Google à ce sujet. Le point 1, à savoir thématiser un sujet et attirer l'attention dessus, peut donc être considéré comme validé.
On passe à la suite. Qu'en est-il du deuxième point de l'analyse? Cette fois, il s'agit de convaincre l'opinion. Dès que l'on atteint ce deuxième niveau, cela devient extrêmement complexe. Parce que désormais, les autres entrent en jeu. On a donc un contrôle limité sur ce qui se passe. C'est une partie dans laquelle, au début, on ignore qui seront les joueurs. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement qui on veut convaincre et que bien souvent, une partie du travail de persuasion consiste d'abord à s'accorder sur ce qu'on veut. Ok, mais le fait est que seuls ceux qui parviennent à rallier un grand nombre de personnes à leur cause arrivent à faire véritablement pression sur les décideurs. Mais qu'est-ce qu'un grand nombre de personnes? Combien faut-il de gens dans la rue pour qu'une mobilisation soit efficace? Des chiffres précis seraient un plus. Ça tombe bien, notre chercheuse Erika Chenoweth est passée par là. Elle a fait le calcul. 3,5%. Ça aussi, elle a pu le définir en analysant les révoltes de ces 100 dernières années. Quand 3,5% de la population est descendue dans la rue pour défendre une cause, les gouvernements ont dû réagir. 3,5% de la population. Cela peut sembler peu, mais en réalité, c'est énorme. En France, cela équivaudrait à mobiliser plus de 2 millions de personnes et près de 3 millions en Allemagne. D'un autre côté, si la clé du succès est d'avoir un large rayon d'action, la tâche nous est aujourd'hui bien plus facile que pour les grands mouvements contestataires de l'histoire. Les suffragettes du mouvement féministe, par exemple, ou les défenseurs des droits civiques aux États-Unis. Grâce aux réseaux sociaux, on peut en effet mobiliser de très nombreux compagnons de lutte. Ils permettent aussi l'émergence de la contestation dans les endroits où manifester est interdit, où les personnes n'auraient pas pu se réunir autrement. On pourrait donc penser que les réseaux sociaux ont rendu la contestation plus efficace. La chercheuse Zeynep Tufekci s'est penchée sur la question pour les mouvements Occupy, Black Lives Matter et pour le printemps arabe. Surprise! Les réseaux sociaux ont certes fait descendre plus de gens dans la rue plus rapidement, mais ces derniers n'ont pas forcément réussi à rester unis sur le long terme. Ils ont apparemment manifesté avant d'avoir pu s'organiser et s'entendre sur la durée. Zeynep Tufekci représente ce phénomène ainsi. Autrefois, une manifestation était un grand point d'exclamation à la fin d'une phrase longuement débattue. Mais avec les réseaux sociaux, la manifestation arrive en premier, en tant que point d'interrogation, suivie d'une demi-phrase incohérente. Les contestations qui s'appuient sur Internet ne se sont donc pas révélées plus puissantes. Retour à notre test de réussite, cette fois avec le troisième point. Au bout du compte, tous les mouvements contestataires veulent que les choses changent, que des actions soient prises par les politiques et autres décideurs. Mais peu y arrivent. Quelle que soit l'habileté avec laquelle je place mon sujet, et quels que soient les groupes sociaux que j'arrive à mobiliser, il n'est pas certain qu'à la fin, j'obtiendrai ce que je veux. Ce n'est pas seulement un jeu dont les règles ne sont pas claires, c'est aussi et surtout un jeu avec d'autres personnes. Et je ne choisis pas comment elles se comportent. Les dirigeants s'inclinent-ils face aux revendications ou réagissent-ils différemment à la pression, au point par exemple de combattre les protestataires? En Allemagne, certains militants pour le climat ont été placés en détention provisoire, alors qu'avec leurs opérations escargots, les agriculteurs ont pu atteindre une partie de leurs objectifs. Les agriculteurs avaient le gros avantage d'être mieux organisés, d'avoir un groupement qui exerçait déjà une influence politique avant le début de la contestation et en même temps de formuler des objectifs plus faciles à mettre en œuvre. Tout ça, ce sont d'excellentes conditions de départ. Et puis, les agriculteurs se sont mobilisés pour défendre leurs propres intérêts, ce qui est généralement considéré comme plus acceptable car moins exigeant pour les autres. Les rassemblements pour le climat se sont-ils pour autant soldés par un échec, contrairement aux manifestations paysannes? Alors, je ne pense pas que des actions activisme environnemental ont échoué, puisque petit à petit, il y a quand même, ça permet une prise de conscience. Mais c'est quand même très difficile
de les faire entrer dans le cadre de la désobéissance civile. C'est ça la difficulté, parce que la désobéissance, c'est désobéir à une loi injuste. Or, pour le climat, il n'y a pas de loi. À quoi désobéir, en fait? Il n'y a pas de loi qui oblige à polluer. Voilà pourquoi les barrages routiers ou les lancers de purée ne peuvent convaincre la population de mieux protéger le climat. Autre différence majeure, les activistes environnementaux ne demandent pas seulement aux dirigeants de changer de mentalité, mais à tous. Beaucoup de gens se sentent donc pris de haut. Mais c'est peut-être aussi une question de temps. Qui sait si le succès n'arrivera pas bien plus tard? À mon sens, une mobilisation est réussie lorsqu'elle touche un grand nombre de personnes et qu'elle provoque chez elles une réflexion, une sorte de mouvement à l'intérieur de l'esprit qui leur permet d'entrevoir l'existence d'alternatives à leur comportement quotidien. Si les gens ne savent même pas qu'il y a d'autres façons de vivre, aucun changement n'est possible. La contestation peut également avoir un effet préparatoire, sans que les gens descendent immédiatement dans la rue. Deux exemples historiques permettent de comprendre le succès caché de la contestation, à commencer par la Révolution française. La Révolution française est une révolution réussie qui a marqué notre monde jusqu'à aujourd'hui. Il en va autrement de la Révolution allemande de 1848. Le mouvement a été réprimé. Des droits démocratiques ont même été supprimés. Cette révolution a tout de même été un succès, dans la mesure où elle a brisé certains schémas de pensée. Elle a émis l'idée qu'il puisse y avoir une constitution. Elle a remis en question le pouvoir de la monarchie. C'est comme si on enfonçait un clou dans du bois et qu'à un certain moment, on ne pouvait plus le retirer. C'est ainsi que le concept de liberté de la presse, par exemple, a germé dans l'esprit des gens. Et même s'il n'y a pas eu de changement objectif dans un premier temps, il n'en reste pas moins que ces idées ont continué à faire leur chemin dans la société, tout comme le clou restait planté dans le bois. La Révolution allemande de 1848 n'a donc pas été un échec. Elle a fait en sorte que le clou puisse être enfoncé de plus en plus loin au fil du temps. J'irais jusqu'à dire que l'échec de la Révolution de 1848 lui a donné un regain de force pour réaliser ses objectifs de manière plus durable et plus ciblée. Il existe ce que l'on appelle l'échec réussi. Tous les objectifs fixés n'ont pas été atteints, mais on observe des changements sociétaux qui n'auraient pas eu lieu autrement. Peut-être même qu'ils auraient été considérés comme satisfaisants au début, qui sait. Des chercheurs ont également tenté d'évaluer l'impact des manifestations pour le climat sur les mentalités. Sur ce graphique, les points indiquent le pourcentage de personnes qui ont exprimé leur inquiétude face au changement climatique. Les traits représentent les manifestations pour le climat. Entre 2016 et 2021, l'inquiétude face à la crise climatique a augmenté en moyenne de 1,2% après chaque mobilisation. S'il n'est pas certain que les manifestations en soient à l'origine, cela reste tout de même plausible, auquel cas, elles auraient réussi sur ce point. La contestation a donc parfois un effet préparatoire, même si le succès n'est pas encore perceptible. Et à un moment donné, lorsque la société est prête, un changement visible plus important se produit. Par exemple, la chute du mur de Berlin. Est-il possible d'anticiper ces moments critiques? C'est ce que tentent de faire les chercheurs en complexité. Mais c'est une tâche très difficile, car nos sociétés se composent d'innombrables acteurs et facteurs d'influence. L'élément de base dans une société, c'est l'individu. Et cet individu a une opinion qui est blanche ou noire. Le blanc signifie qu'il est pour le mariage pour tous, et le noir, qu'il est contre. Mais cet individu n'est pas seul.
on l'intègre à un environnement. La façon dont nous changeons de point de vue au sein de notre environnement semble suivre des schémas précis. Selon la théorie de l'équilibre social, par exemple, les gens sont influencés par les opinions de leurs proches. Si je suis cette personne et que mes amis sont d'avis que le mariage pour tous est une bonne chose, ce qui est contraire à mon opinion, cela me cause forcément un peu de stress. Je ressentirai donc moins de stress social si je change d'avis. Alors si dans notre entourage, beaucoup de personnes ont changé d'avis, Il devient de plus en plus facile pour les autres de changer à leur tour d'avis. et ce serait, semble-t-il, le moment où la contestation peut avoir un impact significatif, à cause de ce que les chercheurs appellent le point de basculement sociologique. On connaît aussi ce phénomène dans les sciences naturelles, à savoir qu'une seule et même substance peut changer d'état très rapidement, comme l'eau par exemple. Tout comme l'eau, une société évolue à des points de basculement. Je peux refroidir de l'eau. L'eau reste de l'eau. À 10 degrés, l'eau est toujours liquide. Et puis à partir d'un point critique, elle se transforme en glace. Elle change complètement de propriété, ce qui modifie tout le système. Bon, mais l'eau et la glace, c'est de la physique. Qu'en est-il des sociétés? Peut-on effectuer le même calcul? C'est possible grâce aux données générées notamment par les réseaux sociaux, sur lesquels les utilisateurs laissent des empreintes concernant leurs opinions. De là à en déduire l'opinion de toute une société? Je ne peux pas représenter ça avec des pions. En revanche, je peux utiliser un programme informatique. Pour l'ordinateur, peu importe qu'il y ait 2 situations ou 10 000. D'ailleurs, si je crée une personne avec 10 000 opinions possibles, on est déjà beaucoup plus proche de la réalité. Bon, on n'en est pas encore là, mais le moment critique où la contestation a le plus d'impact pourrait bientôt être calculé. Le point où une société est vraiment prête au changement. Au sein d'une société, la contestation semble être importante pour attirer l'attention sur les dysfonctionnements et permettre une évolution. Il est donc essentiel qu'elle soit autorisée. Pour nous, c'est plus ou moins une évidence. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les régions du monde. Alors que faire si la mobilisation est interdite? Ou si elle devient trop dangereuse? Il existe alors des formes de contestation plus subversives, qui ont un impact. La raillerie et l'humour attribuent à un adversaire politique des caractéristiques qui anéantissent ses prétentions au pouvoir. La dérision, la moquerie, l'invective, le dénigrement de l'adversaire politique de façon à marquer les esprits sont des leviers bien cachés de la contestation. Voici l'artiste Casey Wong, lors de la révolte des parapluies en 2014. Les habitants de Hong Kong étaient descendus dans la rue pour réclamer plus de démocratie. Déguisé en Moïse, Casey Wong avait proclamé ses 5 commandements. Depuis son exil taïwanais, il explique considérer l'humour comme un instrument très important. Je pense que l'humour possède 2 fonctions. L'une est de blesser, l'autre est de guérir. Un gouvernement autoritaire a évidemment peur de l'humour, parce qu'il ne veut pas qu'on se moque de lui. Il veut que tout le monde le prenne au sérieux, alors il préfère supprimer l'humour. Mais pour les contestataires, l'humour a une formule secrète qui permet aux gens d'échapper temporairement à la douleur et à la souffrance qu'ils subissent. Et à cause de ce soulagement provisoire qui détend l'esprit, les gens peuvent prendre conscience de toute l'absurdité de la situation et par conséquent, résister encore plus longtemps. L'emploi de l'esprit, de la dérision et de l'humour pour protester n'a rien de nouveau. Ces caricatures du 19e siècle étaient destinées à ridiculiser les puissants de l'époque.
Celle-ci est particulièrement célèbre. Elle représente Marie-Antoinette sous les traits d'une autruche, un mot qui sonne presque comme Autriche, son pays d'origine. L'autruche, c'est l'Autrichienne qu'elle était. Et c'était comme ça qu'elle était perçue, comme une étrangère. L'autruche est une métaphore animale évidente. Et en plus de cela, on a collé à cet oiseau des attributs issus de la morale chrétienne représentant une certaine liberté et imprévisibilité sexuelle. L'image d'une épouse infidèle. Voilà comment on crée une opinion contre le pouvoir en place. Et comment, dans le cas présent, l'humour a contribué à la chute d'une monarchie. Toute la force de l'humour et de son instrumentalisation dans une contestation, c'est qu'il permet d'instaurer une distance en se moquant d'une personne. Grâce à l'humour, on peut suspendre la réalité pendant un instant et envisager autre chose. Voici le bon vieux running gag de la poire, qu'on retrouve aussi bien chez les rois français que chez les chanceliers allemands. Drôle ou pas, peu importe. Ce qui est intéressant ici, c'est surtout de savoir si ça marche politiquement parlant. Pour cela, une base de données historiques avec des textes contemporains comme des journaux ou des livres pourrait peut-être nous aider. J'ai entré les mots moquerie et dérision dans cette base de données. Et j'ai constaté qu'à l'approche de bouleversements politiques, la fréquence des occurrences augmente de manière frappante. Voilà à quoi ça ressemble. Dans les premières décennies du 19e siècle, le nombre d'occurrences est plutôt réduit. Mais il y en a eu quelques-unes jusqu'en 1840 environ. Ensuite, on note un premier pic dans la fréquence de ces termes. Puis, en 1848, il y a un pic considérable qui prend fin au tout début des années 1850. La moquerie peut donc, à minima, signaler un bouleversement social à venir. J'irais même jusqu'à dire que sans la contestation portée par l'humour, notre société n'existerait pas sous sa forme actuelle. En conclusion, il n'existe pas de formule secrète pour une contestation réussie. Elle diffère considérablement selon les revendications, la société et la situation politique. Et son succès n'est pas toujours visible immédiatement. En revanche, une chose est claire. La contestation agit bel et bien comme une force de changement sur nos sociétés. Une société ne peut fonctionner que si elle accepte qu'à certains endroits, on dise non. Et qu'on puisse discuter de la suite des événements et de la façon de les gérer. La contestation n'est pas une chose exceptionnelle. C'est plutôt une réflexion constante sur tout ce qui est présenté, imposé ou proposé par l'État. La contestation a donc une sorte de fonction correctrice, à travers laquelle les sociétés se confrontent sans cesse à elles-mêmes et à leurs décisions. Ces mouvements de protestation sont très nécessaires à la vie démocratique. Et j'insiste là-dessus parce que souvent on dit, dès qu'il y a un mouvement de protestation, on va dire c'est antidémocratique, c'est une menace pour la démocratie. Il y a toujours une réaction très négative par rapport aux actions, par exemple, de désobéissance civile. Or, ces mouvements montrent en fait une santé de la démocratie et pas du tout en fait des problèmes de la démocratie puisqu'ils demandent plus de démocratie. Vu ainsi, la contestation doit non seulement être possible, mais elle est d'une certaine façon toujours couronnée de succès, car elle met en évidence les points d'insatisfaction. Dans le meilleur des cas, elle motive à apporter des améliorations. Il est dans notre nature de dire non quand quelque chose ne nous convient pas. Et ça, en tout cas, c'est incontestable. N'est-ce pas ?